Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Désolé pour le retard accumulé dans le démarrage de cette émission. Dehors, entre Cotonou et Abomey-Calavi, le ciel est très insupportable avec une grosse averse qui dicte sa loi. Ainsi commence donc la matinée de ce 6 mai 2026. Et au menu de votre matinale, d'abord mon invité ce matin c'est Barnabas Sorokouma. Il est président de l'Union nationale des médias en ligne. Avec lui on va examiner un peu la vie des médias au Bénin et surtout en faisant focus sur notamment les médias en ligne. On va projeter justement les organes de presse à partir de maintenant sur les 7 prochaines années à l'aune des perspectives à la fois politiques, économiques et du contexte social. Il sera mon invité tout à l'heure. Je rappelle que lors de nos débats, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. La nation a perdu de sa superbe et de ses couleurs, justement versant dans la xénophobie. Ce n'est pas la première fois que le pays de Nelson Mandela s'en prend aux étrangers. Ce sont les Nigériens qui en font surtout les gros frais. On va dire 2 mots là-dessus lorsqu'on sera à nos moments de discussion. Le débat, ce sera dans 1h30 à peu près dans ce studio. Et puis, n'oubliez pas, puisque nous sommes mercredi, on va prendre rendez-vous avec Jacques Débé qui va s'intéresser un peu à l'actualité liée au prix des denrées alimentaires. C'est assez curieux qu'alors même qu'il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été prises justement pour permettre le contrôle du prix des denrées alimentaires. C'est assez paradoxal donc que justement ces prix s'envolent, notamment pour ce qui concerne un certain nombre de produits. Il nous expliquera un peu quelles sont les causes et justement les solutions qu'on peut y apporter. Les autres rendez-vous, vous les connaissez, ils sont traditionnels à votre matinale. La revue de presse, le bulletin de l'information, la une des journaux, tout cela sera au menu. Bienvenue à tous. C'est fraternité pour commencer la une des journaux ce matin. Prestation de serment du président de la République. Fin de la polémique. La décision de la Cour constitutionnelle sur le Sénat. Ensemble plus loin. Septennat et idéologie de masse. Le temps de la promotion d'une valeur. Et puis, c'est une opinion de l'ambassadeur Candide Wassou à lire dans les colonnes donc, du journal. Programme Mastercard au Bénin et Trilab lance la troisième cohorte du fellowship et EdTech et accélère l'innovation éducative au Bénin et au Sénégal. Conseil national de la FCBE à mai prochain cap sur une réorganisation après la démission de Paul Rumpa. Et puis, Bénin, la flambée des prix du carburant étrangle les ménages, le secteur informel. On en parle d'ailleurs tout à l'heure lors de notre rubrique économie. Voici Gaskiani informé à Douada face au casse-tête ministériel. Une équation délicate. Papato Média, coup d'État à déjoué au Bénin. Un policier a été condamné à 5 ans de prison ferme. Qu'a-t-il fait? Le journal vous le dévoile. L'économiste aquaculture et pêche durable au Bénin, des résultats tangibles et des perspectives solides. Voici Dabarou, très politique et média au Bénin. C'est une occasion en or pour la presse béninoise. Pense Barnabas Sorokouma. Je rappelle justement que l'homme sera notre invité tout à l'heure pour aborder l'actualité liée à la vie des médias au Bénin. Matin libre pour continuer. Cotonou, soupçonné d'abus de fonction, le CA, le chef d'arrondissement, notamment du 12e de Cotonou, Samuel Akindès, a été déposé, nous apprend le quotidien. Nous sommes avec l'informateur de la Cour constitutionnelle a tranché au sujet justement du serment du président de la République et des conditions qui devraient l'entourer. La boussole, 10 ans de rupture au Bénin, talon, l'homme critiqué, mais enfin crédité. Passons à Dynamisme Info, centre de santé de TVJ à Sagan dans Wenri à l'arrêt, nécessité d'un audit face aux soupçons de mauvaise
Gestion Info Matin, Romuald Douada, l'élève devenu maître à l'épreuve de l'héritage. L'autre vision, la communauté vaudou a consacré Patrice Talon au nom d'honneur. Libération, prestation de serment, le recours de Midamiton qui a été rejeté, nous apprend le journal. Voici les 4 vérités politiques au Bénin. Retour sur les clarifications du président Patrice Talon, le quotidien Le Routier a fait le coup d'état des jours au Bénin. Un officier de police judiciaire écope de 5 ans de prison ferme. La nouvelle tribune, trêve politique, nécessité d'une note de cadrage. Visiblement, on est bien perdu avec cette notion. La priorité, vibrant hommage de l'ancien président au nouvel ancien président de la République. Soglo voit en Talon un vrai Dieu donné au Bénin. Voici le matinal gestion post-sécurité au Bénin. La Sénat lance le tri du matériel électoral. À Djatché News, Cour constitutionnelle, le recours sur la prestation de serment déclaré irrecevable. Le Figaro national, prestation de serment au Bénin, la Cour constitutionnelle ferme la porte au recours sur l'absence du Sénat. Et voici Fraternité pour la deuxième lecture. Prestation de serment du président de la République, fin de la polémique. La décision de la Cour constitutionnelle sur la Sénat vous a proposé par le journal qui paraît à noter dans son intégralité dans sa production de ce matin. Ensemble plus loin, septennat, idéologie et de masse, le temps de la promotion d'une valeur. C'est une réflexion de l'ambassadeur candidat à Roissou. Et puis, programme Mastercard Foundation et Trilabs lance la 3e cohorte du fellowship EdTech et accélère l'innovation éducative au Bénin et au Sénégal. Conseil national de la FCBE en mai prochain cap sur une réorganisation après la démission de Paul Rumpet. Bénin, la flambée du prix du carburant étrangle les ménages et le secteur informel. Voilà ce qu'on peut retenir, la une des journaux ce matin. Je vais proposer qu'on ait ensemble à suivre le bulletin d'information en boucle. Ça va être une succession notamment des réalisations, constats de la rédaction de Canal 3 Bénin. On va faire donc le tour d'horizon, notamment pour constater un peu les sujets essentiels dans le menu de ce bulletin de ce mercredi 6 mai 2026. Je rappelle que juste après, on aura notre invité à recevoir par ici. Face à la presse, les responsables du mouvement caricature du président 2026. Au cœur des échanges, le chemin parcouru depuis 2016. Pour Dr Boga Kopaki, les réformes structurelles enclenchées par le président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir étaient indispensables. Aujourd'hui, les résultats sont évidents et le Bénin est mieux positionné sur l'échiquier international. Nous étions tous d'accord avec la commission Diogbenou en 2016 que la réforme ou les réformes étaient la chose indispensable. Donc, le peuple avait donné caution à ce qu'on règle d'abord les problèmes d'ordre structurel, socialement, économiquement, politiquement, pour que le pays se retrouve normalement sur les rails. Et il faut avouer que 10 ans après, si nous sommes entendus sur les réformes, on en a véritablement eu. Il est ce transformateur-là qu'on peut appeler aujourd'hui le père du développement du Bénin. Revenant sur les récentes élections dont la dernière a porté un triomphe à Romuald Ouadani, le conférencier principal se félicite d'abord de la maturité du peuple béninois et exhorte chaque citoyen à accompagner le nouveau président de la République dans la continuité des actions de développement. Plus de 94% de suffrages accordés à un chef d'État doit pouvoir le rassurer que les 7 ans à venir, il vous aura, et la presse, et le peuple, et la jeunesse, et nos femmes, nos mamans, tout le monde à ses côtés, parce que ce n'est pas Ouadani qu'il faut développer, c'est le Bénin qu'il faut développer. Le message est clair, la réussite du pays repose sur la contribution collective. Et Dr Boga Kopaki n'entend pas rester en marge de cette révolution.
De l'argent frais pour ces élèves et étudiants bénéficiaires de la bourse Vallée. Ils sont environ 700 apprenants à l'échelle nationale à recevoir cette bourse d'excellence. Le montant de la bourse évolue chaque année afin de tenir compte de la hausse des prix. Et à ce titre, cette année, les étudiants ont reçu 640 000 francs CFA, dont 320 000 francs versés là maintenant et 320 000 au mois d'octobre. Et les élèves reçoivent 320 000 francs, dont 160 000 dès ce mois d'avril et 160 000 en octobre. Au Bénin, la bourse Vallée est une véritable institution. Elle est octroyée depuis 24 ans et a contribué au bonheur et à la réussite d'une multitude d'apprenants. Depuis 2003, je crois qu'on dénombre plus de 20 000 bourses déjà accordées, qui est quand même énorme, soutenant ainsi la jeunesse béninoise engagée dans un parcours d'excellence. La Fondation Vallée porte haut les valeurs que partagent la France et le Bénin, en offrant à ces jeunes la possibilité de poursuivre des études dans de bonnes conditions. La joie qui m'anime est immense. Immense dans la mesure où on est à la 24e édition de cette bourse. Donc ces enfants que vous avez vus, ces jeunes que vous avez vus ce matin n'étaient pas nés au moment où on a commencé cette bourse. Quel plaisir de voir un tel projet qui est vraiment dur dans le temps, un tel projet qui continue et que mon souhait le plus ardent, et c'est sûr, Inch'Allah, que les enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui vont bénéficier de cette bourse aussi plus tard. Jusqu'ici attribuée sur le seul critère de l'excellence, la bourse Vallée pourrait prochainement intégrer un volet social afin de mieux prendre en compte les apprenants issus de milieux vulnérables. J'ai souvent chaud, raison pour laquelle je fais les nattes. À Cotonou, les tendances dans les salons de coiffure changent en cette période de chaleur. Les tresses légères et faciles à entretenir sont les plus demandées. Il y a trop de chaleur, on fait seulement les ayonda ou bien les nattes simples tout derrière. Des fois, il met un perruque sur ça, arrivé à la maison, il s'enlève encore. En cette période de chaleur, les femmes ne se tressent plus comme avant. Elles font juste les nattes et quand elles veulent sortir, elles viennent faire les pauses perruques chez nous. Elles insistent sur l'importance de prendre soin du cuir chevelu pour éviter que les cheveux ne dégagent une mauvaise odeur. Il faut régulièrement laver les cheveux. Parce qu'ils transpirent tellement dans les cheveux. Donc, il faut régulièrement laver les cheveux et prendre soin des cheveux, c'est tout. Il y a plusieurs salons de coiffure. Je dirais tout simplement qu'elles prennent soin d'elles au quotidien. Pas de trop longues tresses. Il faut des nattes pour pouvoir prendre de la fraîcheur sur la tête. Pas des nattes pour bourrer la tête. Des nattes comme les ayonda façon modernisée là. Entre révélation de sa beauté et recherche de confort en cette période de chaleur, un choix s'impose aux femmes amoureuses des tresses extravagantes, les nattes. Encore faut-il, selon les coiffeuses, bien entretenir ses cheveux. L'aventure associative commencée ici depuis 1964 autour du lac Kaimé-Séchenou se poursuit. Les retrouvailles annuelles des communautés vivant autour du lac à travers l'association non-visant. Mobilisation et sur la dynamisation. L'objectif central est qu'il faut s'unir. S'unir et mutualiser les efforts autour des questions liées à la survie et au développement de leur patrimoine ancestral. Et l'Eucharistie célébrée pour la circonstance a révélé le sens de cette communion fraternelle. Non-visant dans notre langue veut dire le jour du frère. Et ceci pour mettre en exergue l'importance de la fraternité.
Et ceci ne peut pas laisser indifférent notre pays, le Bénin. La devise de notre pays, c'est fraternité, justice, travail. Donc cette devise commence par la fraternité. Et sous les yeux de la vice-présidente de la République et du président des institutions de l'État, cette fraternité a été célébrée à Guézin, un village lacustre dont le potentiel touristique est peu connu du grand public. Les gens connaissent Agatogbo, on connaît comment, on quitte Cotonou, on va à Lomé, on dit Guézin c'est à droite. C'est quoi Guézin, on ne sait pas. Alors qu'en réalité, Guézin c'est un site touristique. Celui qui met 20 milliards, qui investit 20 milliards à Guézin, en 10 ans, il peut faire tout sur investissement. Et puis amortir. Ce potentiel a été magnifié par des centaines de touristes et les membres de ces communautés dont les responsables disent s'employer pour la visibilité des non-visants. Et nous avons osé pour que les choses se passent bien et que nous ayons l'audace de foncer pour arriver effectivement à ce succès-là. Et c'est ce que nous avons compris. La tradition se poursuit et le flambeau de la fête a été transmis à Ouagadougou, un village de l'arrondissement de Dékamé. Non-visants, ce sont les 14 arrondissements qui bordent le lac Aïmé et ses chenaux. C'est une résurrection en grande pompe. La deuxième édition du Zolari prend ses quartiers à Sassirou. L'engagement des filles et fils de l'ère culturelle Yom témoigne de leur détermination à préserver leur patrimoine. Le Zolari, c'est la fête des moissons. Le Zolari, c'est notre culture et fier de l'organiser. Le Zolari, c'est notre identité en tant que Yora. Ce que je nous souhaite ici et maintenant, c'est que nous puissions nous donner la main. Personne ne sera de trop. L'important, c'est que nous puissions vraiment continuer de célébrer la Zolari. Il y a un regret tout à fait que je sois notre Yora. Faire en sorte que nos comportements reflètent le vrai Yora. Cela appelle de nous une certaine unité de pensée. Au pupitre, acteurs et personnalités se succèdent. Ils expriment leur satisfaction aux organisateurs de ces retrouvailles. Félicitations à Sa Majesté Sambo et toute sa cour qui ont réussi le pari de nous réunir une fois encore à cette place pour la fête, la célébration du Zolari, la célébration de la culture Yom. Démonstration équestre, prestation des groupes artistiques et culturels. La succession des tableaux captive l'attention. La mobilisation de ce jour épouse l'ambition de fédérer les énergies autour de leur héritage culturel. Voilà, donc c'était le bulletin d'information sur Actu Matin ce matin. On a pu faire le tour d'horizon de l'actualité captée par la rédaction de votre télévision. Alors, retenez que tout au long de la journée, vous avez d'autres rendez-vous qui vous permettent de révisiter l'actualité. Vous avez les éditions intermédiaires comme celle du 11h et du 16h. Nous appelons ça dans notre jargon le bulletin de l'information. Mais quand on est à 13h, à 19h30 ou à 22h30, ce sont les grandes éditions du journal télévisé sur votre chaîne, la plus suivie en tout cas à Cotonou. Je vous propose maintenant qu'on reçoive mon invité ce matin. Invité ce matin, c'est Barnabas Oroukuma. Il est président de l'Union nationale des médias. Monsieur Oroukuma, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bienvenue sur l'Actu Matin ce matin. Vous avez pu braver la pluie, vous êtes courageux. Ah oui, comment on va faire? Si le devoir nous appelle, il faut répondre. Parce qu'il y a eu une grosse averse justement qui dicte sa loi entre Cotonou
Et pour mes calaviers, difficile en tout cas de faire la traversée depuis tôt ce matin. Mais merci quand même de vous être débrouillé pour venir jusqu'ici discuter de l'actualité de la vie des médias avec nous sur ce plateau ce matin. On aura 4 sujets à aborder avec vous. On va parler du classement Reporters sans frontières avec cette dégringolade qu'on a notée en un an du Bénin entre 2025 et 2026. On va parler de la train politique qui s'annonce avec justement cette galère probable qui peut taper à la porte des médias si elle n'était déjà pas là depuis 2016 avec les conditions qu'on nous a imposées. On va parler des médias en ligne et surtout, je dois dire, de leur destin face justement au numérique et à leur sécurité juridique. Et on va finir par justement votre organisation qui va en assemblée générale ordinaire, notamment le vendredi prochain. Ouais. Commençons déjà par cette note de classement de RSF qui est tombé le week-end écoulé. On a perdu 21 places juste en un an entre 2025 et 2026. Pardon, première réaction. Alors, la première réaction, c'est que les chiffres s'expliquent. Cette dégringolade s'explique parce que le Bénin, l'univers médiatique de Bénin connaît depuis l'avènement de cette mandature de la HAC un certain toilettage. Et un certain toilettage, notamment dans le milieu des médias en ligne. Et c'est clair que ce qui s'est passé ne peut pas aider le Bénin à avancer dans le classement de RSF. Je veux parler là de la suspension des médias en ligne ayant une existence illégale au Bénin. Donc, qu'ils vous souviennent, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a demandé à tous les médias en ligne qui exerçaient dans l'inégalité à suspendre et à engager les démarches. Voilà, les démarches pour pouvoir obtenir l'accréditation, pour pouvoir obtenir l'autorisation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication conformément aux textes qui régissent notre métier. Donc, moi, je pense que cette dégringolade s'explique par le nombre de médias en ligne qui avaient été fermés. Mais RSF n'a pas évoqué ça dans son argumentaire. Premier élément que RSF a évoqué, c'est quand même, je dois dire, la rareté ou la liberté de ton qui n'existait pas. Et ça n'a rien à voir avec les médias qui ont été fermés. Non, mais ça a tout à voir avec les médias qui ont été fermés. Les médias qui ont été fermés sont des médias qui emploient des journalistes, qu'ils soient illégaux ou... Enfin, que ces médias soient illégaux ou légaux, quelque part, ils participaient à faire le travail journalistique, ils participaient à animer l'actualité. Ce sont des journalistes professionnels qui ont des cadres de presse qui exerçaient là. Donc, quand ça se ferme, c'est que forcément, ça a un impact sur l'image que la presse en général donne par rapport au pays. Donc, je pense que ça a forcément quelque chose à y avoir, même si la mention n'a pas été faite. Donc, au-delà de cela également, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dénier aujourd'hui, c'est la viabilité des entreprises de presse. Je suis un promoteur de médias, je sais combien c'est difficile aujourd'hui d'assurer la suivi d'une entreprise de presse lorsque on fait face à des conditions très difficiles depuis 2016, notamment l'aide de l'État à la presse qui a été supprimée. Non seulement ça, il y avait certaines choses qui allégeaient la tâche aux promoteurs des médias, c'est-à-dire les contrats avec certaines institutions, des ministères. Tout cela a été supprimé. Donc, ça a forcément un impact sur le rendement de la presse parce que un professeur des médias qui a faim ne lui demandait pas de conduire un sujet d'investigation qui va lui prendre de l'argent et du temps. Un promoteur de médias qui n'a même pas encore assuré le minimum ne lui demandait pas d'investir dans des sujets de fond, dans des sujets d'investigation. Voilà. Donc, forcément, il y a un lien également entre la situation économique que traversent les médias depuis 2016 avec ce classement qui est fait. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ça s'explique et j'espère que l'autorité de régulation, les autorités au plus haut niveau vont vraiment... c'est vrai qu'ils ne donnent pas l'impression d'être... impacté ou bien d'être sensible au classement. Nous avons entendu le président de la HAC, Edouard Loko, qui a dit Reporters sans frontières fait son travail, mais ça ne va pas m'empêcher à moi de faire mon travail. Donc, ça veut dire quelque part que ça n'impacte pas leur dynamique
dans laquelle il se situe. Et voilà, donc le reporter a beau dû nous amener à la dernière place de classement, ça n'aura peut-être aucun effet sur la autorité de la communication qui a son agenda, qui a son objectif, qui veut assainir le milieu, qui veut mettre d'abord certains préalables avant d'agir en faveur des médias. C'est ce que nous avons compris à travers la nouvelle formule, la nouvelle orientation qu'on donne à l'aide de l'État à la presse. On nous a parlé d'une aide qui ne va pas directement aux entreprises, mais une aide qui est orientée vers la formation. Bon, on a vu en 2025, des formations in situ ont démarré. Nous espérons que ça va se poursuivre. Je suis sûr, lorsque les journalistes seront formés, lorsque il aura de la formation, ça va impacter positivement le rendement des médias. On va parler de la survie des médias tout à l'heure, puisque justement, la vie d'un média ne se limite pas seulement à la qualité de la formation et de la prestation de ces journalistes et de ces animateurs. Il y a aussi justement que l'environnement économique doit être fouetté, assaini pour permettre à ce que l'entreprise puisse respirer. On va en parler tout à l'heure. Il y a aussi d'autres éléments évoqués par RSF quand même pour justifier un peu son déclassement. Le contexte assez fébrile des journalistes, ma foi, avec quelques cas qui ont été cités, l'arrestation de Hugues Komlan-Sosukwe par exemple, de Ali Moumouni dans un certain nombre de dossiers, la difficulté à toucher un certain nombre de sujets comme par exemple, je dois dire le terrorisme qui sévit par exemple au nord du Bénin et autres, font que justement les médias ont commencé à se rétracter et ça peut s'expliquer. Oui, mais ça peut s'expliquer parce que lorsque nous prenons le cas des journalistes qui ont été interpellés, c'est vrai, on ne l'a jamais souhaité que des journalistes soient interpellés, que des journalistes soient arrêtés, que des journalistes soient mis en prison parce que nous avons le code de l'information et de la communication qui, normalement, ne prévoit pas la privation de liberté aux journalistes, mais d'autres sanctions en tant que journaliste lorsque vous êtes dans l'exercice de votre métier et lorsque vous êtes détenteur d'une carte de presse, il y a quand même le code de l'information et de la communication qui vous est appliqué et qui vous évite d'aller en prison. Mais avec l'avènement du code du numérique aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où des journalistes ayant une carte de presse, exerçant dans une rédaction bien constituée, bien reconnue par la haute autorité de la communication, se trouvent traînés dans les tribunaux. Le cas du dirigeant de La Boussole, par exemple. De La Boussole. De notre confrère. Voilà, moi également en 2024. Donc, c'est pour dire que ce code du numérique participe également au déclassement que le Bénin connaît par RSF parce que lorsque un journaliste fait son travail journalistique, publie, on laisse le code de l'information, on lui applique le code du numérique, forcément il va en prison et puis, comme on appelle, Reporters sans frontières, lui, il compte le nombre de journalistes qui ont été traînés devant les tribunaux, qui ont été envoyés en prison et non le motif par lequel ils sont allés peut-être. Alors en parlant de l'insécurité au nord du Bénin et de la réticence des médias à en parler, nous avons tous vu le communiqué qui est sorti de la HAC qui invite les journalistes à de la retenue sur tout ce qui concerne les problèmes liés à l'insécurité. On nous a orientés vers des sources militaires où lorsqu'il y a une situation, il faut joindre et avoir la bonne information parce que c'est vraiment sensible. Une simple information mal donnée peut peut amener des gens à se déplacer de tout un village, peut créer une certaine peur. Est-ce que ce n'est pas la manifestation d'un manque de confiance criard en la capacité professionnelle du journaliste? Le journaliste est libre parce que quand on lui donne une carte de presse, c'est parce qu'on a évalué sa capacité justement à traiter l'information de façon professionnelle tout en respectant l'intérêt de son pays. Est-ce qu'on a besoin de lui poser encore des garde-fous? Non, je pense que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On ne dira pas aux journalistes lorsqu'il y a un accident de ne pas en parler. Mais ici, c'est une situation exceptionnelle. Il s'agit d'une situation d'insécurité. Et je pense que pour nous qui vivons au nord,
nous savons un peu de quoi il est question. Quelle est la peur que cela peut susciter lorsque nous apprenons qu'il y a une attaque ici, il y a eu tel nombre de morts. Donc, on n'a pas forcément toutes les informations lorsque nous lançons dans ce domaine. Et on ne peut pas mesurer l'impact qu'une information qu'on donne peut avoir sur les populations qui sont sur place. Dire à un journaliste qui ne mesure pas tous les impacts de son information, c'est assez curieux. Non, hein? mais ce qu'on dit, c'est quoi? On parle des attaques dans les localités du Nord. Oui. Imaginez par exemple, même si l'information était bon, je suppose même que le journaliste a eu une information vraie qu'il diffuse. Et après la diffusion, l'impact que l'information pourrait avoir sur les populations qui sont sur place là-bas. Et imaginez, on ne le souhaite pas, qu'on dise qu'il y a eu on ne souhaite pas une attaque à Canal 3 par exemple. Imaginez dans quel état vos familles seront à la maison. Même si elles ne savent même pas encore si vous êtes touché ou pas. Donc, et c'est dans cette situation constante que nous mettons tous ceux qui sont au Nord lorsque nous publions une information liée. Donc, il ne faut plus en parler alors. Non, si nous devrons tenir compte des émotions de certains. Justement, il faut en parler, mais il faut être sûr que l'information qu'on donne n'est pas une information qui n'est pas vraie. On n'a pas refusé, les publications se font sur les attaques, mais on dit, pour publier une information liée à l'attaque, rassurez-vous que vous donnez des chiffres vrais, rassurez-vous que l'information que vous avez, ce n'est pas une information qu'on vous a balancée, que vous n'avez pas eu le temps de vérifier. Nous avons vu plusieurs fois des organes de presse donner des informations qui se sont avérées plus tard être fausses. Mais dans ce cas, si une information que vous donnez sur une attaque terroriste savait être fausse plus tard, comment vous corrigez son impact sur les populations? Comment vous corrigez ce que ça aurait créé comme dommage? Il s'agit ici de la sécurité des populations, il s'agit ici de la souveraineté de l'État, il s'agit ici de l'intégrité territoriale. Je pense que c'est assez sensible pour que quand même on puisse nous dire, ah voilà, lorsque vous avez une information, on ne vous refuse pas de la publier, mais prenez toutes les dispositions en allant vérifier à travers tel canal si l'information est avérée avant de publier. Jusqu'aujourd'hui, d'abord publie des informations liées aux attaques. La dernière fois, il y a eu une attaque à Kouandé. Nous l'avons diffusée parce qu'on était sûr de l'information. On a eu vraiment toutes les couches des populations, les autorités. Aujourd'hui, c'est devenu très fébrile. Parfois, non, mais chaque organe se guette pour voir si l'autre a d'abord publié avant de publier. L'autre directeur de publication appelle l'autre pour savoir s'il faut y aller publier. Oui, justement, c'est mais là, ça trompe justement l'actualité parce que ceux qui sont sur le terrain, on est sûr que l'information qui sort est une information vraie. Oui, mais ceux qui sont sur le terrain, ils ont besoin aussi d'avoir l'information en temps réel pour prendre des dispositions réelles. Et ce n'est pas pour ça qu'on doit se précipiter pour publier de l'information. C'est bien qu'aujourd'hui, quand il y a une information liée aux attaques, on s'appelle, nous, les journalistes. Ah, mais tu as une information, je sais combien m'ont appelé par rapport à l'information liée à Kouandé pour dire, ah ben, est-ce que tu as... Oui, parce que Kouandé, c'est chez moi. On m'a appelé même en appel vidéo pour me montrer comment les choses se passaient. Donc, j'étais sûr de l'information. J'ai eu des images, j'ai eu tout. Donc, est-ce que tu es sûr? Donc, moi, je suis content de savoir qu'aujourd'hui, au moins pour des informations liées à l'insécurité, nous prenons tout notre temps. Et nous sommes sûrs que ce que nous lançons sur la toile, dans nos différents canaux, sont vraiment des informations vraies, irréfutables. Et lorsqu'on nous interpelle, on peut fournir les preuves de ce que l'attaque a eu lieu ou bien il y a eu telle action d'insécurité. Mais arrangez-vous pour que ça ne provoque pas une détresse émotionnelle, hein, parce que même quand c'est vérifié, je ne sais pas, hein, même justement, quand c'est vérifié, ça peut vous valoir beaucoup de... Justement, c'est de ça nous parlons. Allez, on va faire un petit bilan de la vie des médias ces 10 dernières années. Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016. Je me rappelais quand il faisait sa campagne, il disait il vaut mieux une presse qui dérape, mais qui assume devant la justice plutôt qu'une presse qui a été bâillonnée. Ouais. Vous avez l'impression qu'il a vraiment tenu parole là? Non, mais je l'ai dit ailleurs, je pense que les médias ont été l'enfant malade, l'enfant orphelin. L'enfant abandonné. L'enfant oublié des réformes de Patrice Talon. Il y a eu des réformes partout, de 2016 à 2026, mais pas chez nous.
au niveau des médias. Mais est-ce qu'on ne devrait pas être heureux, justement? Non, on ne devrait pas être heureux. La presse, c'est un pouvoir. Et on ne peut pas permettre à l'exécutif de venir faire non. des réformes. Non, ça peut conditionner la presse. Non, je ne suis pas d'accord. Ah oui? Malgré que nous soyons au pouvoir, nous sommes dans une république. Et le chef de l'État est le président de la République. Le chef de l'État a le pouvoir d'améliorer les conditions de vie des journalistes. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes un pouvoir. Nous avons vu les députés à l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est passée de combien de députés à 83 à 109 députés aujourd'hui. Nous avons vu des réformes au niveau du CES. Nous avons vu des réformes dans tous les secteurs. Pourquoi pas dans la presse? Nous avons été heureux de voir l'ancien président de la HAC, Prosper Moretti, il lui a été demandé de conduire une réforme des médias. On ne sait pas ce que c'est devenu. On n'a pas vu le rapport, on nous a envoyé des questionnaires. Peut-être que nous-mêmes, on n'était pas très intéressés par des réformes. Moi, j'ai répondu. On nous a confié le chantier et nous-mêmes, nous avions été incapables. Non, mais on ne sait pas. Nous, ça a été confié à la HAC. Ce n'est pas aux professionnels des médias, ce n'est pas aux fêtiers. Ils ont confié, si on confie la réforme aux professionnels des médias, aux fêtiers, on va la conduire très bien parce que nous savons de quoi nous avons besoin. La HAC nous a envoyé des questionnaires, on a répondu, mais la HAC, Moretti, n'a plus rien apporté. Bon, depuis quelque temps, nous avons Edouard Loko qui est là avec des conseillers qui visiblement sont prêts à faire changer les choses, à faire bouger les choses. Nous avons vu un début d'action par rapport aux formations. Nous avons été appelés plusieurs fois pour être formés sur beaucoup de thématiques. Nous remercions Dieu par rapport à ça, mais ce n'est pas encore ça. On nous a parlé de rénovation de la maison des médias. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. On nous a parlé des formations in situ qui ont démarré. Dieu merci, ça c'est bon. Mais le principal problème n'est pas encore réglé. C'est lequel? C'est les conditions de vie des journalistes. On ne va pas vous envoyer des milliards. Hein? Non, mais on peut créer un environnement qui nous permet de nous sentir mieux. C'est par exemple, quand on prend les entreprises de presse, nous sommes assujettis aux mêmes taxes, aux mêmes impôts que des quincailleries. Aujourd'hui, lorsque vous faisiez la revue de presse, vous avez parcouru des journaux qui ont parlé de la décision de la Cour constitutionnelle. Qui nous paye pour ça? Personne. Le relevé du Conseil des ministres, c'est d'intérêt public. Merci. C'est justement parce que nous faisons un travail d'intérêt public quelque part que nous devons avoir un certain nombre de soulagements. Quant aux impôts, aux taxes, c'est dit. L'aide de l'État à la presse, c'est dit dans la Constitution. Ce n'est pas que c'est quelque chose que nous réclamons comme ça. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses que le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de vie et du travail des journalistes. Retenez-le, on a dû être bien formé, on a dû avoir des formations. Lorsque le journaliste a faim, il ne peut pas rendre ce qu'il faut. Il ne peut pas traiter l'information comme cela se doit parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc je pense qu'il est vraiment urgent que le gouvernement agisse. Il y a un nouveau gouvernement qui va s'installer le 24 mai. Nous espérons, nous mettons tout notre espoir sur le président Romuald Wardani pour que vraiment à son aire, que des réformes qui vont toucher le quotidien des journalistes, des professionnels des médias soient engagées et que la presse béninoise se porte mieux. La trêve politique, elle est envisagée, elle est décrétée par la Cour constitutionnelle depuis la proclamation des résultats définitifs. 10 ans, mettons, passés à trimer, etc. Une trêve politique qui s'y ajoute. Le président de la HAC l'a bien noté. Hein? Notre élément, en tout cas, qui nous rapporte beaucoup, c'est la politique. Oui. S'il y a une trêve, c'est que nous n'avons plus rien à nous mettre sous la dent. Il vaut mieux fermer la baraque. Non, mais moi je suis plutôt content de la trêve politique. Pourquoi? Parce que j'étais très inconfortable sur ce que le journalisme est devenu au Bénin, où c'est des questions politiques, on traite beaucoup plus des questions politiques. Mais si c'est ça qui nous rapporte de l'argent, comment on fait? Non, mais c'est pas vrai. Ah oui? Je suis un promoteur de médias, je vous dis que la politique... Pendant les 30 dernières années au Bénin, les acteurs qui ont mis beaucoup d'argent dans la communication, dans la presse... C'est une méconnaissance, méconnaissance de la réalité de notre pays. Et j'invite les promoteurs des médias
je leur donne un secret. Les vraies ressources ne se trouvent pas chez les politiques. Sérieusement. Au Bénin, pour faire vivre votre média, eh bien, ce n'est pas chez les politiques. Les politiques d'ailleurs, même les politiques desservent les médias. Ils vous clochardisent. Oui, parce que vous mettez un homme politique en manchette, mais tout le monde voit que vous avez pris de l'argent. Or, ce qui est vrai. Ce sont les mauvais payeurs. Ah bon? Ah oui, les hommes politiques sont les mauvais payeurs. Les vrais payeurs, ce ne sont pas les hommes politiques. De l'argent pour les médias, c'est pas... maintenant que ça a changé ou bien non, mais comme c'est ça? moi, en tout Sinon cas, beaucoup de médias ont prospéré en ayant des rapports parfois incestueux avec les acteurs politiques. Écoutez, moi, mon média existe bientôt 10 ans, depuis 2017. Oui. Mais je vous dis que mes meilleurs partenaires, ce n'est pas les hommes politiques. Alors, comment on fait pour se débrouiller, pour se départir justement de l'acteur politique et survivre? Oui, justement. Il y a des questions qui ont beaucoup plus d'intérêt que la politique, qu'on laisse de côté et on se traîne derrière ces hommes politiques. Mais il y a plusieurs programmes. Le terrorisme ne nous attire que les... Non, mais écoutez, que des procès. Il y a plusieurs programmes et projets au Bénin. Oui. Il y a plusieurs ONG internationales. Il y a plusieurs institutions internationales qui sont au Bénin, qui mettent en œuvre des projets partout au Bénin, qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de couverture médiatique et tout. Laissons un instant la politique, concentrons-nous sur ces programmes et projets qui sont dans nos localités, dans nos communes, dans nos départements, et vous verrez comment la presse va se porter. Et vous verrez comment nous allons participer au développement de notre pays. La politique, on nourrit des polémiques inutiles qui n'ont aucun impact sur nos populations. Or, il y a des projets, des programmes qui mènent des actions qui impactent directement nos populations. Et on n'en parle pas. Et on se tue à longueur de journée à parler des hommes politiques. On a passé 10 ans à parler de Talon Yahi. Oh, il y a des projets et programmes. Non, 20 ans, puisque voilà, pratiquement 20 ans. Voilà. Et il y a des projets et programmes qui mettent en œuvre des projets de développement à l'endroit des entrepreneurs, à l'endroit des femmes vulnérables, à l'endroit des jeunes filles. Il y a tout ça là qui est là. On ne voit pas. On est concentré sur la politique. Donc, je pense que cette trêve politique est une occasion en or pour les médias d'exercer vraiment encore davantage ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, etc. Mais je vous dis... La galère impose la réflexion et les stratégies, c'est difficile. Je vous jure, si les promoteurs de médias se concentrent et prennent... Vous savez combien de projets et programmes sont mis en œuvre au Bénin? Il y en a plein. Pardon. Vous êtes vraiment fâché. Oui, non, je ne suis pas fâché. Je suis étonné qu'on ne puisse pas identifier cet avantage que la trêve politique nous offre et les journalistes pleurent de ce que non, on va manger quoi. Non, mais c'est maintenant on va bien manger. Parce que les vrais sous, ce n'est pas avec les hommes politiques, je le dis encore, les vrais sous, c'est avec les projets et programmes. Levez-vous, envoyez des demandes il est temps que les médias aient des chefs projets, des directions dédiées au partenariat, au marketing dans les entreprises de presse. Non, mais combien de projets, vous soumettez un projet à l'ambassade de France, si le projet est pertinent dans le cadre dans le secteur de la presse. Pourquoi devrons-nous aller chercher ailleurs alors que notre pays aussi devrait en tout cas puisqu'il s'agit du développement du Bénin. Oui, mais justement, c'est de ça la question. Aujourd'hui, s'il y a trêve politique, c'est que le ministère des Affaires sociales doit pouvoir initier, des communications pour montrer ce que Gbesoké apporte, pour montrer ce que le projet H apporte, pour montrer ce que Suède apporte. Donc, c'est des pistes où on doit aller désormais et oublier pour une fois sur 6 ans les hommes politiques et nous concentrer sur l'essentiel de ce que les populations veulent entendre. Et les populations veulent entendre que le prix de l'essence a augmenté, qu'on aille faire des productions sur ça. Les populations veulent entendre comment elles doivent se comporter en cette période de pluie. J'ai vu un élément sur la chaleur, quelles sont les coiffures qu'il faut faire. Allons traiter ces sujets et on sera plus utile. Ça rapporte rien. Non, mais ça rapporte de la visibilité et c'est la visibilité que vous revendez aux partenaires. Barnabas, on va parler des médias en ligne et surtout de leurs difficultés aujourd'hui vraiment à vivre dans un contexte où le numérique est la priorité, l'outil privilégié du juge. Quand vous publiez, vous devrez être très stressé, souvent. Très, très, très stressé.
J'avoue, on lit plusieurs fois aujourd'hui avant de publier. Carrément. Ah oui, on lit plusieurs fois parce que c'est pas facile. J'ai un confrère qui m'a appelé hier pour dire, bon, on l'a appelé pour dire de venir chercher un courrier à la Hague. Et il était stressé. Il était stressé, il avait peur, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit non, vas-y, va retirer, c'est sûr que c'est pas grave. Donc, on a cette peur-là de mal faire. On a cette peur de mal faire et quelque part, ça ralentit l'élan, ça émousse les ardeurs et ça explique quelque part cette dégringolade. Il faut qu'on nous saute ce code du numérique ou qu'on révise ce code du numérique et qu'on donne aux journalistes la liberté de s'exprimer, que le journaliste n'ait pas peur qu'on l'interpelle après une publication parce qu'aujourd'hui, ça a évolué. Tous les médias classiques virent désormais vers le numérique. Canal 3 Bénin a une chaîne YouTube, émet sur YouTube. Internet, voilà. Fraternité a un site, a été même récemment autorisé à faire usage. Donc, ça veut dire que désormais, on ne peut plus dissocier le média classique au média numérique. Donc, tout ce que nous mettons dans le média classique est automatiquement téléversé vers le numérique. Donc, on doit pouvoir trouver un moyen de toujours appliquer le code de l'information et de la communication aux professionnels des médias. Lorsque vous faites une publication et puis il y a un souci par rapport à cette publication, qu'on vous interpelle, qu'on se demande est-ce que vous êtes journaliste? Ça, par contre, c'est indispensable. Ça devrait être la première question. La première question. Oui. Est-ce que vous êtes journaliste? Oui. Qu'est-ce pour que vous êtes journaliste? Voilà ma carte de presse. Vous exercez dans quel média? Voilà mon média. Il a une autorisation. Tant que vous parvenez à prouver ces deux faits, c'est fini. Qu'on puisse vous appliquer le code de l'information. Sinon, le code du numérique nous amène à nous retenir face à plusieurs informations. Et ce n'est pas bien pour l'image. Une presse fébrile est une presse dangereuse pour la République. Bien sûr. Allez, l'UNAMEL va à son assemblée générale ordinaire vendredi prochain. Vous allez faire quoi? Alors, vendredi prochain, c'est une assemblée générale ordinaire que nous allons nous retrouver. Nous allons faire le bilan d'un an de gestion de l'UNAMEL, le bureau exécutif que je dirige. Nous allons faire le bilan, nous allons voir notre programme, notre plan de travail annuel, le parcourir, voir ce que nous avons pu réaliser, ce que nous n'avons pas pu faire et quelles sont les projections pour l'année qui va commencer. Je rappelle, l'UNAMEL Bénin a été installé le 9 mars 2024. Donc, le 9 mars dernier, nous avons fait 2 ans et il nous fallait faire notre AG, mais compte tenu de l'actualité politique en son temps, on a dû reporter l'AG à cette date. Et autre point qui sera important au cours de cette AG, c'est que nous allons recevoir l'adhésion de plusieurs nouveaux médias en ligne qui ont été autorisés par la Hague dernièrement, qui vont rejoindre les rangs de l'UNAMEL Bénin. Et nous sommes dans une dynamique d'asseoir une association, enfin, elle est déjà là. L'UNAMEL Bénin est l'association des médias en ligne la plus représentative à travers les médias membres. Nous comptons 35 médias membres avant l'autorisation de cette dernière vague et, plaise à Dieu, nous allons encore recevoir d'autres membres et nous allons continuer notre travail qui consiste à vraiment fédérer les actions, à être comme une régie publicitaire. Parce qu'au sein de l'UNAMEL, il faut le dire pour que les nouveaux qui viennent sachent de quoi il est question. Au sein de l'UNAMEL Bénin, nous fonctionnons comme une régie publicitaire. Ça veut dire quoi? L'UNAMEL Bénin, le bureau, nous avons un secrétariat exécutif, nous avons un siège. C'est l'une des associations, des rares associations au Bénin, des associations des médias qui a un siège à l'image de la FECAB. Donc, après la FECAB, vient l'UNAMEL Bénin aujourd'hui. Alors, nous avons un siège. Toutes les fêtes ont un siège. Non, mais un siège digne du nom comme celui qu'on a. Prêchez pour votre paroisse, il n'y a pas de souci. Donc, c'est très rare. Alors, voilà comment nous fonctionnons. Nous allons négocier des contrats avec des partenaires. Et c'est le moment, avec cette trêve politique, c'est le moment de rejoindre les rangs de l'UNAMEL. Nous allons dire, voilà, chers partenaires, nous sommes telle structure, nous sommes une fêtière, nous avons tel nombre de médias en ligne, nous vous proposons de communiquer, de vous accompagner et vous avez 35 médias qui vont communiquer sur votre événement. Voilà. Et on s'entend sur un montant et puis on vient répartir ça sur tous les membres. Sur un an, on a eu pas mal
de communication qui ont rapporté à chacun des membres. Parce que lorsque vous appartenez à une association, il ne s'agit pas de tout le temps cotiser. Quelque part, il faut que vous gagnez de cette association. Et nous sommes mis dans cette dynamique. Il y a également des projets. N'eût été cette suspension des fonds USAID, on serait en train de mettre en œuvre un projet de plusieurs millions qui était déjà bouclé et on attendait que le démarrage quand c'est intervenu cette suspension. Donc c'est pour dire que nous sommes une fêtière qui pense au bien-être des membres et tous les médias en ligne gagneront à nous rejoindre. Ensemble, nous allons constituer une force qui ne va pas, qui va amener les médias membres à ne pas sentir qu'il y a très politique. Parce que je le dis et je le répète, les vrais sous, ce n'est pas chez les politiques. Madame Bassoro, merci d'être passé. C'est moi. Très bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous surtout et protégez-vous bien. Il pleut toujours dehors. J'y compte. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Bonjour, vous avez survécu à la tornade visiblement, en tout cas félicitations. Merci. On va parler donc à sport ce matin avec vous et on va ouvrir avec notamment du football. Le premier finaliste de la Ligue européenne des champions 2025-2026 est connu depuis hier soir. Les Gunners d'Arsenal seront donc finalistes de cette édition 2025-2026 de la Ligue européenne des champions hier dans une manche retour assez fermée de la première demi-finale qui s'est déroulée cette semaine. Il faut dire, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés avec la plus petite des marques, 1-0, un seul but qui a donc ouvert grandement les portes de la finale aux hommes de Mikel Arteta. Et bien Bukayo Saka, lui, l'homme qui a décelé les vis pour quand même permettre à son équipe de s'ouvrir grandement les portes de la finale devant une équipe de l'Atlético de Madrid qui voulait aussi s'ouvrir les portes de la finale, mais ça sera pour peut-être pour l'année prochaine. Oui, on va prier pour Diego Simeone. Je suis malheureux et triste pour Griezmann qui aura bouclé ainsi, je crois, une dizaine d'années avec le club madrilène sans pouvoir justement soulever un seul trophée. C'est quand même assez pénible pour lui certainement et pour sa carrière, lui qui est en train donc de descendre progressivement. Hier, le match était quelque peu fermé, faut-il le dire. C'est vrai que en première mi-temps, on a vu quand même la Gunners asseoir et contrôler un peu le match, mettre le pied sur le ballon. Il a fallu ce but inattendu pour que justement les Espagnols commencent à sortir un peu de leur retranchement. On connaissait un peu le style défensif un peu de Diego Simeone, donc on n'a pas vraiment été surpris. Sauf que il a toujours eu, je dois dire, cette incompréhensible lecture de jeu, de sortir pendant qu'il a besoin de buts, de sortir des attaquants pour faire entrer des milieux parfois défensifs ou des ailiers. J'avoue que je n'ai pas compris hier ces changements de dernière minute quand il sort par exemple Alvarez, quand il sort Griezmann, etc. On se demande qu'est-ce qu'il cherchait justement en faisant alors qu'il avait besoin de marquer alors qu'il avait besoin de marquer, alors qu'il avait besoin d'aller de l'avant. Et puis, c'est vrai qu'on est arrivé à un niveau de la compétition où la plus petite occasion, quand vous la ratez, ça peut se retourner contre vous. Atlético aurait pu quand même revenir tout au moins au score avec justement cette occasion en or de Alvarez avec ce beau contrôle du ballon. Je ne sais pas pourquoi il a voulu contrôler une deuxième fois et il a raté le but. Mais bon, en football, à la fin des 90 minutes, il y a toujours un vainqueur. Un vainqueur, et le vainqueur hier, c'était Arsenal. À un moment donné, on se disait que le match était un tout petit peu ennuyeux, mais à la fin, l'Arsenal qui s'en sort vainqueur. Oui, parce que justement, les Anglais avaient besoin de conduire, d'épuiser un peu le temps, et on a comparé, notamment en deuxième mi-temps, que les équipes avaient commencé à s'observer et à préserver un peu d'énergie pour qu'à la fin ce ne soit pas quelque chose qui s'emballe à la fin, parce que le match aller avait été aussi intensif. C'est vrai qu'au retour on n'a pas eu vraiment cette intensité qu'on avait. Les deux équipes s'étaient investies sérieusement à l'aller et on se demandait s'ils avaient encore un peu de muscles pour reprendre au retour. D'ailleurs, ça a expliqué un peu pourquoi est-ce qu'elles se sont observées, ces deux équipes,
vers la deuxième partie. Et l'autre match qui n'a pas du tout été ennuyeux à l'aller, bien entendu, l'autre demi-finale, c'était celle qui a opposé l'équipe du Paris Saint-Germain à son homologue du Bayern de Munich au Parc des Princes mardi dernier. Et bien, ce mercredi à partir de 20h, on aura donc la manche retour entre Bavarois et Parisiens, Tanguy, et ce sera l'une des rencontres qui sera la plus suivie peut-être de cette étape de la compétition. Oui, et peut-être même de toute la compétition, parce que je ne me rappelle plus si depuis la phase des rencontres directes, il y a eu une rencontre aussi folle comme celle qu'on a pu suivre la semaine écoulée. D'ailleurs, même j'ai lu une blague hier sur Internet où quelqu'un disait qu'il fallait oublier un peu la rencontre Arsenal Atlético pour directement nous dire que c'est la finale aujourd'hui, mettons la Champions League, parce que ça va vraiment chauffer. Mais moi je pense que ça va la tournure de la rencontre va dépendre du comportement des Bavarois. S'ils débrident la rencontre, ça va se débrider. Sinon que je sens les Parisiens qui vont se coincer, parce que d'abord, ils ne sont pas chez eux. Ouais. 2, ils ont en tête de conserver peut-être une avance. Et 3, ils ont quelques blessés qui, ma foi, ne les arrangent pas toujours. Donc, je me dis, ils vont chercher à être précautionneux, à prendre la mesure, à prendre beaucoup de précautions, beaucoup d'attention, ce qui va un peu brider la rencontre. Par contre, si le Bayern met le pied sur l'accélérateur, ils n'auront pas le choix. Si début tout feu, tout flamme, oui. Et je pense que c'est ce qu'ils nous promettent, parce que quand j'ai suivi Vincent Kompany hier, je crois qu'ils sont vraiment dans l'option d'attaquer de la première minute à la dernière. Surtout que l'équipe était orphelin de Vincent Kompany au cours de la manche aller. En tout cas, ça sera à partir de 20h pour cette explication entre Bavarois et Parisiens, comptant donc pour la manche retour de cette étape des demi-finales pour sortir le deuxième finaliste de cette édition de la Ligue européenne des champions. Tanguy, on va s'intéresser à autre chose. Lui, il est déjà éliminé, mais il a quelques soucis avec son vestiaire. C'est bien entendu Kylian Mbappé, l'ancien parisien depuis quelques jours, ça chauffe donc dans le vestiaire des Merengues, et Kylian Mbappé est sur une pente glissante vers la sortie. Pour ceux qui ne le savent pas, au niveau du vestiaire du Real Madrid, joueurs et staff n'ont pas apprécié le comportement de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Le malaise s'est agrandi. Le malaise s'est très vite agrandi en interne. Ses coéquipiers lui reprocheraient donc des privilèges, et ses relations au sein du vestiaire se limiteraient aux Français de l'effectif. L'autre goutte d'eau qui a touché donc le vase, c'est son arrivée à Madrid seulement 12 minutes avant le coup d'envoi du match face à l'Espagnol, qui n'a pas du tout facilité les choses. Les supporters du Real veulent Mbappé dehors. Une pétition a même été lancée pour son départ, et l'objectif des 50 000 signatures est déjà largement dépassé. Plus de 71 000 signatures. On est à plus d'1 million, c'est ça, oui, depuis ce matin, oui. Oui, il y a déjà plus de 11 000, soit 11 000 signatures. Absolument. Et ce matin, déjà plus d'1 million de signatures avec le hashtag Mbappé Out qui enfle sur les réseaux sociaux. Une sale période pour l'ancien capitaine parisien. Je pense que les gens ne sont pas justes avec le français. C'est vrai qu'il y a une coïncidence assez malheureuse. Quand il n'est pas là, l'équipe gagne assez facilement, voilà. Ce qui est assez curieux. Mais quand on prend les statistiques de l'homme depuis 2 ans qu'il est arrivé au Real, je crois qu'il a été pichichi déjà une fois, et il est en passe de l'être une deuxième fois. Actuellement, pour la Champions League, il a déjà marqué 15 buts. Alors que son équipe est éliminée depuis. Donc, il y a quand même que, en tout cas, en tant qu'attaquant, tout ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts, et qu'il répond sur le terrain. Alors, est-ce que c'est sa présence qui empêche l'équipe d'être solidaire? Je ne pense pas. Les gens lui reprochent un peu son manque d'activité défensive. Peut-être que ça peut aider un peu l'équipe à rehausser son niveau de jeu. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que depuis qu'il est arrivé au Real, en tout cas que ça peine à décoller, mais toutes les équipes connaissent les hauts et les bas. Vous voyez un peu Barça qui quand même a fait 10 ans sans avoir jamais soulevé encore une fois la Ligue des Champions. On n'a pas accusé c'est qui trop, donc je pense que les gens sont un peu trop injustes avec lui, mais bon, quand vous êtes bon, parfois on existe un peu trop de vous, et j'espère véritablement qu'il va sortir de la vague, même si au plan national aussi, j'ai l'impression que c'est pas toujours l'unanimité autour de son leadership, parce que même il a eu quelques gestes la dernière fois lors de la trêve qui n'ont pas plu à beaucoup de personnes, notamment
face à un certain N'Golo Kanté. Oui, et l'ancien président du Real Madrid, Ramon Calderón, qui a même réagi face à sa situation, il dit, je ne pense pas que le problème vient de Kylian Mbappé, mais plutôt du fait que l'entraîneur devrait lui donner l'opportunité de prendre du plaisir à jouer différemment. Tout à fait, parce que je ne crois pas que le joueur vienne imposer son style. Ouais. C'est plutôt le coach qui dicte un peu le comportement du joueur sur le terrain en fonction justement des tactiques à mettre en place, du profil du joueur, des techniques du joueur, etc. Et dire que c'est à cause de lui qu'on est à ce niveau, c'est assez curieux. Encore que, quand un coach juge qu'un joueur ne répond pas efficacement, je dois dire, à son plan de jeu, il peut le faire asseoir sur le banc et mettre quelqu'un, tranquillement pendant plusieurs années. Il est resté, alors que c'était un très grand joueur quand même. On a vu tout ce qu'il a fabriqué à Chelsea, par exemple, et surtout avec la Belgique lors de la Coupe du Monde, je crois que c'est de 2022, pardon, etc. C'était quand même un grand joueur, mais il est resté au banc tout le temps. Donc, c'est pas forcément la faute aux joueurs. Je pense que les coachs aussi doivent avoir sa part. C'est ça, les coachs qui doivent avoir sa part. Parlant de coach, l'ancien président du Real Madrid a réagi par rapport au départ de Xabi Alonso, qui n'était pas pour lui la bonne décision. Il n'était qu'en poste que 5 mois et selon lui, le président du Real Madrid actuel, bien entendu, Florentino Pérez, a plutôt soutenu Vinicius, qui avait un petit accrochage avec l'ancien entraîneur Xabi Alonso. Pour lui, bien entendu, Florentino Pérez a plutôt soutenu Vinicius que l'entraîneur à qui on a demandé de prendre la porte de la sortie. Vous avez commencé à toucher le problème du Real. Le Real a un problème de star. Ouais. J'ai l'impression que plutôt qu'on donne du pouvoir au coach, le président du club va directement discuter avec les joueurs. Et quand c'est comme ça, le coach n'a plus d'autorité. Ouais. Et quand un coach n'a pas d'autorité sur ses stars, c'est compliqué de leur faire avoir un comportement sur le terrain. Et quand ils ne sont pas soldés sur le terrain, bienvenue la défaite. Donc je comprends un peu, je dois dire, cette posture-là, et je pense que le Real devrait revoir ou réviser un peu sa façon de gérer ses stars. Et je ne sais pas comment il s'est arrangé, le président Pérez, pour que le feu qui s'était allumé à ses fesses aussi, parce qu'à un temps, ils avaient réclamé aussi son départ. De la tête du Real. Apparemment, il a réussi à faire un bon jeu pour pouvoir se faire oublier. Maintenant, c'est Kylian Mbappé qui subit. J'espère que lui aussi va s'en tirer. En tout cas, on va lui souhaiter bon courage et surtout bonne suite dans cette situation. Allez, on va s'intéresser à autre chose maintenant. On revenir sur le continent, la Côte d'Ivoire qui a dévoilé sa liste en prélude à la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des cadets sur le continent. Il s'agit bien entendu de la CAN des moins de 17 ans qui pointe à l'horizon. 3 gardiens de but convoqués: Diabaté à Adama du FC San Pedro, le gardien de l'ASEC Mimosa Sangaré Tchaïk, et puis Tunkara Ibrahim. Et bien entendu en défense, on a 7 joueurs convoqués: Bamba Fousseni, Fofana Mohamed, Zoko Emmanuel, Trebo Oku Odounion, et bien entendu Diakité Alousseni, Doumbia Mori et Thié. En milieu de terrain, ils sont 6 convoqués par le sélectionneur: Doumbia Abdul, Koulibaly Hamza, Diabaté Youssouf, Traoré Salia, Bah Zongo Lantri et Tour Suleiman. En attaque, ils sont 7 joueurs convoqués pour donc la grande fête du football continental au niveau de la catégorie des moins de 17 ans. Nomane anglais, Glao Songi, Diabaté Amrafat, et puis Kone Suleiman, sans oublier Sissé Bourlaé, Yao Hubert et puis Conan Hassan. Voilà donc les joueurs convoqués par la Côte d'Ivoire pour préparer donc la CAN des moins de 17 ans qui pointe à l'horizon et qui va se dérouler du 13 mai au 2 juin prochain. Un tournoi qui va servir de phase qualificative pour la Coupe du Monde de 2026. Le Maroc, qui est donc pays hôte de cette édition, et bien entendu tenant du titre. Les groupes, les voici. Dans le groupe A, on a le Maroc, pays hôte et champion au titre, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. Dans le groupe B, nous avons la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le groupe C pour le Mali, l'Angola, la Tanzanie, l'équipe du Mozambique. Et dans le groupe D, on retrouve le Sénégal en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et de l'équipe
du Ghana Tanguy. On va passer maintenant à nos actualités ici. Ouais. La 18e journée de la Ligue 3 masculine est programmée pour ce mercredi au plan national. 5 matchs à suivre dans le cadre de cette 18e journée de la Ligue 3 masculine saison 2025-2026 à partir de 16h. Les talents de Ouida seront en déplacement sur le terrain de Ewedje pour donc disputer les unités de cette 18e journée. Aïnovi va recevoir dans son entre Abisport. Tombo FC Adagara va disputer les points avec l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrété. CFS va offrir son hospitalité à l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée. Et puis la jeunesse sportive de Ouida sera face à son homologue de l'Est, Léopard. Le classement avant ces différentes confrontations, il est dominé par les talents avec 32 points au compteur, un goal différentiel de plus 12. La jeunesse athlétique de Misrété, deuxième au classement avec 27 points au compteur, 2 points de plus que l'équipe de CFS. Troisième au classement, quatrième place pour l'Est. Léopard avec 22 points au compteur, un point de plus pour l'équipe de la jeunesse sportive de Ouida Sport. Septième, sixième place pour la jeunesse sportive de la Vallée. Tambo, 8e, Aïnovi, 9e. Et puis Ewedje qui garde la dernière place au classement avec 17 points au compteur et un goal différentiel de moins 3. Actuel leader au classement, l'équipe de Étalon de Ouida a déjà validé sa montée au niveau donc de l'élite, de l'antichambre de l'élite du championnat national de football masculin au Bénin Étalon qui va évoluer la saison prochaine en Ligue 2 béninoise. On va s'intéresser maintenant aux dames, on va changer de genre. Les Amazones du Bénin, les moins de 20 ans précisément, poursuivent donc leur préparation en prélude à la manche retour du 4e et dernier tour qualificatif à la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de Pologne 2026. Ce mardi après-midi, elles ont tenu une nouvelle séance d'entraînement au stade de Kégué à Lomé. L'encadrement technique qui continue donc à son plan de travail afin donc de permettre aux joueuses et surtout remettre l'équipe à son niveau le plus compétitif possible pour que dimanche prochain les filles puissent arracher pourquoi pas la qualification face aux éléphantes dames de la Côte d'Ivoire. Intensité, application et concentration sont donc les différents aspects travaillés au cours de la séance d'hier après-midi. Le staff qui peaufine ainsi les derniers réajustements nécessaires, techniques et tactiques en prélude donc à la manche retour de ce 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026. Allez, on va changer de discipline maintenant, parler sport demain. La Confédération africaine de handball qui a procédé ce mardi au tirage au sort de la phase des groupes du 42e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe Kinshasa 2026 au niveau donc de la catégorie des dames. Après donc le tirage, les différentes équipes qualifiées sont fixées pour la compétition. Dans le groupe A, on retrouve l'équipe de Petro Atlético de l'Angola, on a FAP du Cameroun, Souf Handball Club du Nigeria et l'équipe du tout-puissant club de Mazembe de la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, on retrouve Al-Ahli de l'Égypte, AS Otoro du Congo-Brazzaville, Bandama de la Côte d'Ivoire et puis l'équipe de Héritage de la République démocratique du Congo. Kinshasa s'apprête donc à vibrer au rythme du handball féminin continental qui pointe donc à l'horizon. Allez, on va finir par un sport de combat ce matin, la lutte précisément. Alessandrie en terre égyptienne qui a accueilli du 27 avril au 4 mai dernier l'élite de la lutte olympique et de la lutte de plage africaine. Durant des jours, les lutteurs et lutteuses venus donc de plusieurs pays du continent et surtout du Bénin se sont affrontés dans le but de se révéler, de décrocher des médailles pour leurs pays respectifs. Et donc au bout de la compétition, les Guépailles Amazones qui étaient sur les tatamis et surtout dans le cerceau dans ce grand rendez-vous compétitif continental grâce donc à Boni Iliassou et Rosine Botreno, le Bénin s'en sort avec 2 médailles de bronze en lutte de plage dans la catégorie des plus de 110 kg. Rosine Botreno qui a pris le dessus sur son adversaire burkinabé Kadiatou Diallo 5-1 en 1 minute 34 secondes avant d'en arriver là. Et bien entendu, elle a réussi, il faut dire, à battre la Tchadienne Agoda Gassida sur un score de 3-0. Et bien chez les hommes dans la catégorie des 90 kg,
Boni Iliassou qui a tenu au respect, et bien entendu l'Égyptien Khaled Arafat 3-0 et l'Algérien Luciano Emmanuel 4-0. Seule une défaite face au Burkinabé. Kevin Moussé l'a privé de disputer la finale dans sa catégorie. Lors de la petite finale, il l'a emporté sur le Tchadien Tiwisna Banna par un score de 3-0 après donc 1 minute 16 de combat. Allez, ils sont rentrés au pays hier soir. Eh bien, on va souhaiter bonne chance aux représentants béninois revenus tout droit d'Alexandrie. Tanguy, et si on s'arrêtait ici ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour la page d'Espoir ce matin. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Je vais vous prier surtout de prendre soin de vous. Ouais. La pluie est intolérable dehors. C'est ça. Mesdames et messieurs, voici notre rubrique économie de ce matin. On va s'intéresser un peu au coût de la vie. Jacques Dégbé s'est intéressé un peu au prix des denrées alimentaires qui se sont envolées, en lien directement justement avec la situation liée aux produits pétroliers. Vous savez que l'actualité internationale est touchée justement par cette affaire-là. On en parle donc dans la rubrique économie ce matin. Depuis le 1er mai 2026, le Bénin fait face à une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. Cette décision gouvernementale prise dans un contexte international tendu, vous le devinez certainement, impacte directement le coût de la vie des populations et suscite de nombreuses réactions, notamment au sein de l'opinion publique nationale. On va en parler avec Jacques Dégbé qui est au téléphone. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. D'abord, que dit la nouvelle grille tarifaire liée justement à ces produits pétroliers? Oui, c'est le communiqué du ministère de l'Industrie et du Commerce qui répond à la question. Dans cette note en date du jeudi 30 avril dernier, signée du secrétaire général du ministère au nom de la ministre Sadji Alimato Assouma, on retient que la plupart des produits pétroliers ont connu une hausse de prix au Bénin. Ainsi, l'essence est livrée désormais à 725 francs CFA le litre et le gasoil 750 francs CFA, soit une augmentation de 30 francs CFA pour chacun de ces produits. La hausse la plus importante concerne le pétrole, l'AMPA, qui passe de 639 à 1040 francs CFA, c'est 400 francs environ d'augmentation. Le gaz domestique n'est pas du reste. Il faut dorénavant débourser 10 000 francs CFA pour s'offrir la bouteille de gaz de 12,5 kg. La bouteille de 6 kg est à un prix stable de 4 500 francs CFA. La décision annoncée jeudi est entrée en vigueur vendredi 1er mai, soit à peine 24 heures après, prenant du coup les consommateurs, beaucoup ont découvert la nouvelle une fois dans les stations-service. Certains de ces clients ne manquent pas d'exprimer leur mécontentement aux gérants de ces stations. Les pauvres qui en réalité n'y sont pour rien, d'autres continuent tout simplement leur chemin pendant que certains usagers s'arrêtent par contre pour s'approvisionner. Voilà essentiellement ce qu'il faut retenir de la nouvelle grille tarifaire concerne les produits pétroliers au Bénin, une grille tarifaire mise en application donc depuis le vendredi 1er mai dernier. Et j'ai bien envie de vous demander quelles sont les raisons de cette nouvelle inflation. Et j'imagine tout de suite que vous allez me servir l'affaire du détroit d'Ormuz. Vous avez vu juste Tanguy, et d'ailleurs on l'avait annoncé sur cette même rubrique au lendemain du déclenchement de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, un conflit qui embrase presque tous les pays du Golfe et qui a de multiples conséquences, de multiples répercussions sur l'économie mondiale. La fermeture du détroit d'Ormuz situé en Iran, un détroit à travers lequel transite 20% du pétrole mondial et qui est resté bloqué depuis maintenant 2 mois, donc d'énormes impacts directs. On assiste à une flambée des coûts mondiaux du pétrole, de tous les produits pétroliers. Tout le marché international de l'énergie est touché
depuis le début du conflit, les chaînes d'approvisionnement ont été redessinées, les coûts logistiques renchéris et les marchés durablement désorganisés. On peut même dire que le Bénin a résisté pendant longtemps avant d'être finalement obligé de procéder à des réajustements le 1er mai dernier. C'est vrai que le Bénin ne s'approvisionne pas directement auprès des pays en guerre, mais diront certains, mais le pays subit la conjoncture actuelle sur le marché mondial. Tant qu'il y a augmentation au plan international, eh bien, les pays qui importent généralement, tout comme le Bénin, les produits pétroliers, vont subir les conséquences. À cela, il faut aussi ajouter la guerre russo-ukrainienne qui dure depuis des années et qui avait déjà fait flamber les prix des produits pétroliers. Bref, la principale raison de cette hausse de prix, ce sont bien évidemment ces différentes guerres à travers plusieurs pays du globe, plusieurs points du globe, principalement le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël déclenché depuis le 28 février dernier. Alors, du pétrole qui prend du prix, le gasoil, l'essence et tout ce qui va avec, j'imagine qu'il y a une répercussion directe sur, je dois dire, le prix des denrées alimentaires. Bien évidemment, vous savez, Tanguy, le carburant a une particularité. Quand il connaît une hausse de prix, cela déclenche automatiquement une augmentation de prix au niveau des autres produits. C'est ce que les économistes appellent une augmentation du niveau général des prix. C'est un produit essentiel. Quand il y a augmentation de prix, on va donner quelques exemples. Le Zénidjan va réajuster également ses tarifs. Il a l'habitude de prendre, je dis n'importe quoi, à 500 sur une distance de 10 km. Peut-être qu'il passera à 600, 700 francs. La commerçante ou le commerçant qui a l'habitude d'utiliser ce taxi, eh bien, va également réajuster ses prix parce que le transport a augmenté. Elle va, si c'est une dame, réajuster ses prix, si c'est un monsieur, il va réajuster ses prix. Donc, en ce qui concerne les produits qu'il vend, les produits au marché et tout ça, même les entreprises également subissent les conséquences de cette flambée de prix du carburant parce que, eh bien, les coûts pour la production, les coûts pour la transformation augmentent, les coûts pour rendre les services augmentent et là aussi on est obligé malheureusement de revoir les tarifs. C'est l'inflation générale qui s'observe dans la société et on peut déjà commencer par l'observer au Bénin avec beaucoup de produits qui augmentent de prix, le ciment et les revendeurs citent le gasoil à ce niveau. Même chez nous, ici à Paracou, on nous parle déjà de l'augmentation du prix du sable de rigole qui passe désormais à 40 000 francs la benne, alors qu'il y a encore quelques semaines, c'est livré à 33-35 000 francs CFA. Sur le marché, vous allez, les produits ont généralement augmenté de prix. C'est une situation compliquée. C'est un nouveau casse-tête pour les ménages et les entreprises, alors qu'on est déjà dans une situation un peu, on va le dire ainsi, de morosité économique. C'est dur à gérer, mais il faut bien évidemment s'adapter. On va essayer de s'adapter. Jacques, merci beaucoup. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée. Très bonne journée. Retour ici en studio. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'on aura tout à l'heure nos débats. Ça va être juste après la petite pause publicitaire. Mais je vous rappelle ce qu'il nous reste au menu d'Actu Matin. On aura vers la fin la revue de presse qui va revenir sur l'essentiel des informations abordées par les confrères dans leur production de ce matin. La principale information est liée justement à cette position de la Cour constitutionnelle qui a été saisie par un citoyen, Midomiton, qui était allé consulter les 7 sages au sujet justement de cette polémique liée à la prestation de serment de Romuald Ouadani. Le citoyen faisait constater justement que le temps matériellement était impossible pour permettre la mise en place du Sénat et de son bureau en vue d'assister à la prestation de serment du prochain président le 24 mai prochain. Et donc, inviter les 7 sages à constater justement cette difficulté-là. Les 7 sages ont réagi hier et ont déclaré irrecevable justement sa requête. Les quotidiens sont revenus largement là-dessus. Et justement, la revue de presse va vous en donner un peu plus de détails à ce sujet-là. Les quotidiens aussi ont parlé un peu du bilan de Patrice Talon à la tête du Bénin, lui qui clôture progressivement 10 années de gestion de la République du Bénin. Vous aurez aussi cet élément à aborder, à suivre dans la revue de presse. Pour ce qui est de nos débats tout à l'heure, on va parler de la situation en Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont très remontés contre les étrangers qu'ils accusent de leur voler leurs emplois.
Comment est-ce que ça peut s'interpréter? Une nation arc-en-ciel qui a vécu l'apartheid, qui devrait travailler à tolérer la différence et admettre l'étranger. C'est le sujet de nos débats tout à l'heure. Ce sera avec les débatteurs dans un instant, juste après la petite pause. Nadine est étudiante en deuxième année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé pour s'occuper des Parce que quand je me connectais, souvent je et j'ai commencé. En découvrant les possibilités de faire des affaires en ligne, Nadine a décidé de se donner sa chance. Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça me bouffe un peu. Donc, quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiante travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagretta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là. Je suis dans un centre là qu'on appelle Joie. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joal, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon qu'en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là. Maintenant, arrivé là, je vais vous appeler. Je vais vous appeler voilà. Pour des articles vendus entre 1000 et 5000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger et tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel au des Sommes. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être cernée. Nadine ne perd pas trop de temps. Elle a dit, on est mis en mode on dirait pas. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique. Elle n'est pas en train de décrocher. Je vais lui écrire. Oui, ça arrive. Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, tata. Je suis au niveau du centre là. Je suis au deux. Ok, d'accord, ça vient. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ok. Ah, c'est vous? Oui, bon, c'est vous qui vendez les colliers là. On peut se mettre par là-bas. Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du temps. Hein? Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est ça que c'est pas noir, c'est pas...
Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était là. C'est un peu différent, hein. C'est pas exactement comme sur la photo. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. J'espère que ça ne va pas noircir. Non, il faut bien regarder la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait dit noircir, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noircir. Ok. Ça va combien? Ça va 4 000. Tu veux pas me faire l'édition? Hein? L'édition, on peut y aider. Si tu me donnes l'édition, la prochaine fois, je vais encore acheter. Pour lui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas pour l'édition là. Je suis une édition de 200 francs. Hey! Si j'ai 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Vous ne vendez pas des choses mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord parce que c'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là j'ai payé le déplacement. Et mais j'ai pas pris le produit. Disons, comme je fais une édition de 200 francs, ça revient, l'unité revient à 1800. Ok, donc ça à 1800 fois 2. Voilà. Ok. Plus les 500 francs. Ça tu veux bouffer mon alliance ce matin. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal dans mon cerveau. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Ciao, la monnaie, j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Je voulais garder ma monnaie pour prendre Zélimé là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a vu sur la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc je suis contente. Voilà. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser là? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale,
égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Comment est-ce un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre.
Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État ne lui offre l'emploi que taillé sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui vous donne une idée très claire du fait que l'école ne forme pas pour développer ce que nous avons ici, mais juste pour donner un emploi à des jeunes qui continuent de perpétuer des valeurs qui sont allées apprendre ailleurs. Ça fait quelques mois, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final de tout ce que Patrice Talon a pu faire sur ce plan-là. Et quand on se pose cette question, la réponse est simple. C'est lui-même qui la donne. Le Bénin a trouvé son chemin. Il dit que nous avons désormais un nouvel état d'esprit. Et le nouvel état d'esprit, c'est l'introduction dans nos mœurs, à nouveau, de l'ordre, de la discipline et surtout du sens de la responsabilité. La liberté, oui, mais à l'intérieur, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Dans tous les pays où la démocratie a été en difficulté, c'est l'un des points d'achoppement. Il s'agit notamment de considérer que l'invective, l'injure, l'opprobre jeté sur l'autorité confine en un désordre que Patrice Talon a voulu supprimer. Écoute-moi, Speedy. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi. Et ce roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzaga Kona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. Ah, non! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Shaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. Nous sommes ici à Rwegbo, dans une plantation de papaye d'environ 5 hectares. À la forme et à la taille des fruits sur les papayers, on devine déjà une récolte imminente. Et surtout, une saison relativement bien réussie. L'homme derrière ces richesses en suspension, c'est lui, Mathias. Grand agriculteur et passionné par son métier. Mathias ne fait pas que dans la culture de la papaye. Il fait un peu de tout, jusqu'aux céréales et autres produits vivriers. Mais aujourd'hui, il veut bien nous montrer tout le travail et le long processus qu'il y a derrière ces papayes dites solo
jusqu'à la revendeuse qui nous l'offre dans nos plats. Tout commence ici, une sorte de laboratoire où tout se met en place. Des pépinières sont créées à partir des pépins sélectionnés avec rigueur. Protégés et bien arrosés, de jeunes plants poussent une dizaine de jours après la mise en terre de ces pépins. Autour d'une quinzaine de jours, les plants ne sont toujours pas suffisamment grands pour être mis en terre. Pour leur offrir plus de chances de survie, l'agriculteur les transplante dans des sachets remplis de terre enrichie. C'est pour les isoler et leur offrir plus de chances de croître en ayant à disposition l'essentiel nutritif pour le bien-être. On m'a encore graine ou béné semence. Pour ablo pépinière. Il encore sachet mon dos pour sachet homme. Il do comme on. Il qu'on ablo pépinière do comme photo. Do mi do sachet mais on bandia. Il bleu do comme photo ba ou. Il no transférer wa sachet homme. Et néo il ablo 3 semaines mon. Il kudo. Donc do ko plomi. Fianto mi no do fianto do la. Dans ces sachets, les plants passeront une quinzaine de jours à nouveau. Soignés et bien entretenus, ils sont prêts pour aller chercher par eux-mêmes dans la terre directement les nutriments pour leur croissance. C'est le moment de la mise en terre donc. Déjà s'est écoulé environ un mois. Dans le champ, il faut multiplier les soins, sarcler quand les herbes poussent un peu trop, lutter contre les éventuelles agressions des insectes et autres bestioles qui peuvent compromettre la vie des plantes. Cette phase peut prendre de longs mois. Ama eu 9 mois et donc août passé août 2021 dans les 10e il y a des propos il y a des si ça y amo et ga obet ni be je mi ami di era be bodi do mi no ba gbe to de o amo mi no yan pe nu mele mo no gu mi e mi amodo mi ko do pe din bo ye wa mi na so ye lo kan mo yi mo na ro gugu do ko ro mi ba ra si ton gle lo ji fi di ma so mi yan ton ro fi di mo do zun ka lo na pe kwa di yan a wa semaine de me ale mo mi yan ton to gbe to jina kwa donc e ma gu nu ye bo so me re wo do kan itan ye no si blu nu me ya. Lo glezo de no wa le nye suno mo aso ato mo blogbon ato ka kuno gbeto no to kham kuno gbeto no to do glezo si on no mo gbeto mo blo jion donc nche de ngo do nche de be ko ti zun kamele pon eti mo mi pon La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité,
appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Vous le constatez par vous-même, le temps il est parti, on n'a pas pu faire le débat comme annoncé. Quelques soucis avec les débatteurs qui certainement n'ont pas fait attention à leur montre. Je vais vous présenter en leur nom toutes nos excuses et vous promettre que demain, une équipe sera par ici pour vous tenir compagnie à partir de 7h. Ce sera pour le numéro de la matinale du jeudi 7 mai 2026. D'ici à là, prenez soin de vous surtout, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin.